Imaginez un homme seul, debout dans une jungle étouffante, à des milliers de kilomètres de chez lui. Il transpire. Il saigne. Il porte sur lui tout ce que l'Empire lui a confié pour survivre, combattre et mourir si nécessaire. Aujourd'hui, nous cataloguons avec précision absolue chaque article, chaque arme, chaque pièce d'équipement réellement portée par le soldat d'infanterie de l'armée impériale japonaise durant la Seconde Guerre mondiale. De l'acier de son casque jusqu'à la ceinture de prière cousue par sa mère, rien ne sera oublié. Le casque en acier type 90 Tetsubo. Le Tetsubo fut le casque réglementaire universel de l'infanterie impériale japonaise, porté depuis l'invasion de la Mandchourie jusqu'au dernier jour désespéré du conflit. Fabriqué dans un alliage d'acier au chrome-molybdène relativement mince, il offrait une protection très limitée contre les balles de fusil à courte portée. Une étoile en laiton à 5 branches, symbole de l'armée impériale, était rivetée en façade. À l'intérieur, un système de sangles en textile et une jugulaire en tissu composaient le garnissage. Sous les tropiques brûlants, les soldats enveloppaient systématiquement ce casque d'un filet de camouflage végétal. La coiffe de campagne type 98 Sambo. Officiellement désigné sous le nom de Sambo, ce couvre-chef légendaire représentait l'équipement de tête le plus quotidiennement utilisé par le fantassin impérial. Confectionné dans un coton olive léger, il arborait une courte visière en cuir protégeant les yeux du soleil aveuglant des îles du Pacifique. Sa caractéristique la plus emblématique demeurait son rabat de nuque en 4 parties, le havelock, cousu directement sur le bord arrière. Ces longues bandes de tissu protégeaient efficacement la nuque des coups de soleil sévères et des insectes carnassiers. Les troupes plébiscitaient unanimement ce calot pour son confort incomparable dans les jungles oppressives. La tunique d'été en coton type 98. Introduite en 1938, cette tunique légère fut conçue pour remplacer définitivement les tenues en laine totalement inadaptées aux théâtres tropicaux. Elle présentait une fermeture à 5 boutons, un col rabattu traditionnel et 4 poches plissées destinées aux effets personnels indispensables. Les galons de grade n'étaient pas portés sur les épaules mais sous forme de petites pattes rectangulaires colorées cousues directement sur le col. Le fin coton respirait remarquablement bien, prévenant les coups de chaleur lors des marches épuisantes en Birmanie et aux Philippines. Cependant, exposé aux pluies de mousson incessantes, ce tissu pourrissait à une vitesse alarmante. Le pantalon de campagne en coton type 98. Fabriqué dans le même coton olive respirant que la tunique standard, ce pantalon était taillé intentionnellement ample et bouffant au niveau des cuisses afin de maximiser la ventilation et la liberté de mouvement en combat. Ses jambes se terminaient par des revers resserrés juste sous le genou, fixés par des lacets de tissu solide. Ce resserrement empêchait le tissu bouffant de s'accrocher aux lianes denses et à la végétation lacérante de la jungle pacifique. Comme la tunique, ce pantalon souffrait terriblement de la pourriture tropicale, et les soldats en fin de guerre combattaient fréquemment en véritables haillons. Les jambières en laine Kiahan. Ces longues bandes de lainage épais s'enroulaient fermement autour des mollets du soldat, comblant l'espace entre la botte et le bas du pantalon de campagne. Elles offraient une protection indispensable contre les coraux tranchants, la végétation épineuse et les innombrables sangsues vectrices de maladies parasitaires. Le bandage serré agissait également comme une compression musculaire, réduisant significativement la fatigue lors des marches forcées couvrant parfois des centaines de kilomètres. Cependant, la laine épaisse absorbait d'immenses quantités d'eau tropicale, rendant ces jambières d'un poids accablant. Un mauvais bandage pouvait se dérouler catastrophiquement en plein milieu d'un combat. Les bottines lacées type 5 Amigutsu. Les Amigutsu constituaient la chaussure réglementaire standard du fantassin impérial. Fabriquées entièrement en cuir épais de peau de porc durci, leurs semelles étaient garnies de rangées de clous en fer forgé, assurant une adhérence solide sur les sentiers boueux de la jungle. L'absence totale de traitement imperméabilisant condamnait le cuir rigide à se fissurer et pourrir rapidement sous les conditions tropicales.
À mesure que le blocus sous-marin américain étranglait les lignes d'approvisionnement japonaises, ces bottines en cuir devinrent introuvables et irremplaçables. En fin de guerre, la majorité des soldats combattaient en simples chaussures de toile à semelles de caoutchouc. La ceinture en cuir épais. Cette solide lanière de cuir de bœuf constituait le fondement absolu de tout le système de charge du soldat impérial. Elle se fermait à l'avant par une boucle rectangulaire en laiton brut à languette unique. La ceinture était conçue pour être portée extrêmement serrée, afin de soutenir le poids considérable des cartouches en laiton et des baïonnettes en acier. Contrairement aux ceinturons en toile américain résistant naturellement à l'humidité, ce cuir exigeait un graissage et un entretien constant pour survivre aux conditions hygrométriques du Pacifique. Sans cette pièce centrale, l'infanteriste impérial ne pouvait tout simplement pas porter sa charge de combat. Les deux cartouchières avant en cuir type 30. Ces boîtes de cuir durci se portaient symétriquement sur l'avant de la ceinture pour permettre un accès instantané aux cartouches de fusil lors du combat. Chaque cartouchière frontale contenait précisément 6 chargeurs lames de 5 cartouches, soit 30 coups par boîte. Les rabats en cuir épais se verrouillaient par un solide système de tiges et sangles en laiton, protégeant efficacement les munitions de la pluie tropicale. Lors des terrifiantes charges banzées à bout portant, les soldats pouvaient saisir ces chargeurs sans tâtonner avec des fermetures complexes. Ces 60 cartouches frontales représentaient le minimum absolu requis pour une patrouille de combat. La cartouchière arrière en cuir type 30. Cette imposante boîte de cuir se portait au centre du dos sur la ceinture réglementaire et constituait la réserve principale de munitions du soldat. Sensiblement plus volumineuse que les cartouchières frontales, elle était capable de contenir 60 cartouches supplémentaires conditionnées en chargeur lame. Sur le flanc de cette cartouchière arrière était solidement fixé un petit bidon cylindrique en acier contenant l'huile pour l'entretien d'urgence de l'arme. Délibérément difficile d'accès dans le feu de l'action, elle forçait le soldat à puiser en priorité dans ses réserves frontales. Combinée aux cartouchières avant, l'infanteriste impérial entrait au combat avec 120 cartouches de fusil. La gourde en aluminium type 94. L'eau potable représentait une bouée de survie absolue dans le théâtre pacifique suffocant, faisant de cette gourde un article d'une importance vitale. La flasque en aluminium sans soudure contenait environ 1 litre d'eau et était peinte d'une couleur brun-olive mat en tire-flait. Elle se portait en bandoulière grâce à un complexe harnais de sangle en toile, plutôt que dans une simple housse classique. Elle était bouchée par un tampon en bois attaché par une ficelle, qui gonflait souvent sous l'humidité et devenait extrêmement difficile à retirer. Les soldats gardaient ces gourdes comme des trésors lors des longues marches sur les îles volcaniques. Le sac toile de campagne, Atsuno. Historiquement désigné sous le nom de Zatsuno, ce simple sac en toile solide se portait en bandoulière, reposant contre la hanche gauche du soldat. Il servait de stockage principal pour les articles à portée immédiate, rations journalières, chaussettes de rechange et pansements de premier secours. Le sac présentait un grand compartiment unique fermé par un rabat en toile épaisse retenu par 2 lacets de tissu. Très accessible pendant l'action, les soldats l'utilisaient fréquemment pour transporter des grenades supplémentaires lors des combats rapprochés en défense de bunkers. En fin de guerre, ce petit sac contenait souvent tout ce que possédait un soldat affamé. Le sursac en toile type 99 Aiko. Le Aiko constituait le sac de transport lourd principal de l'infanteriste impérial. Construit en toile solidement cousue sur une armature en bois ou en bambou, il était conçu pour transporter les vêtements de rechange, les rations en vrac, une couverture en laine et la demi-tente imperméable réglementaire du soldat. Son extérieur était équipé de plusieurs sangles en cuir permettant de fixer du matériel supplémentaire directement à l'extérieur du sac. Extrêmement lourd et encombrant, il était presque systématiquement déposé en un point central avant tout engagement direct. Sa grande capacité permettait à l'armée japonaise d'avancer rapidement sans transport motorisé lourd.
L'outil de terrassement type 98. Survivre au bombardement naval et d'artillerie américain d'une violence apocalyptique imposait au fantassin impérial de creuser des réseaux de grottes parmi les plus sophistiqués de l'histoire militaire. Cet outil présentait une lame en acier pointu conçue pour hacher les racines de jungle épaisse et le corail brut. Contrairement aux pelles pliantes modernes, il utilisait un manche en bois amovible transporté séparément, attaché à l'extérieur du sursac en toile. Une fois assemblée, cette lourde pelle pouvait aisément servir d'arme de mêlée dévastatrice lors des combats nocturnes désespérés au corps à corps. Cet outil rudimentaire fut l'instrument exact utilisé pour creuser les réseaux imprenables d'Iwo Jima et de Peleliu. Le fusil à verrou Arisaka type 99. Arme réglementaire standard de l'Empire, l'Arisaka type 99 remplaça les anciens modèles en 6,5 mm jugés insuffisamment puissants. Il tirait la cartouche de 7,7 mm, offrant une portée remarquable et un pouvoir d'arrêt considérable contre les Marines américains en progression. Son mécanisme à culasse tournante était d'une solidité exceptionnelle, alimenté par un chargeur interne de 5 cartouches introduites par lame chargeur. Les premières versions étaient magnifiquement usinées, avec canon chromé résistant à l'humidité et monopode métallique rabattable intégré. À mesure que les ressources disparaissaient, ces fusils devinrent grossiers et dangereux, finissant la guerre comme arme de fortune. La baïonnette type 30 Juken. Vénérée sous le nom de Juken, cette lame terrifiante était distribuée à chaque infanteriste impérial sans exception, la doctrine militaire japonaise faisant de l'assaut à la baïonnette un pilier absolu du combat. Sa lame en acier à simple tranchant de près de 40 cm transformait effectivement l'Arisaka en une lance meurtrière à très longue portée. La garde recourbée en quillon et le fourreau tubulaire en acier lourd pendu à la ceinture de cuir étaient immédiatement reconnaissables. Les soldats recevaient un entraînement intensif à l'escrime à la baïonnette, les rendant redoutables lors des célèbres charges banzées. Manquer de munitions ne justifiait jamais la reddition. Le soldat impérial était attendu au combat jusqu'à la mort. La grenade à fragmentation type 97. Arme explosive réglementaire de l'infanterie impériale, la grenade type 97 se reconnaissait immédiatement à son corps cylindrique en fonte nervurée verticalement. L'épaisse enveloppe en fonte était spécifiquement conçue pour se fragmenter en dizaines d'éclats à haute vélocité lors de la détonation. Son mécanisme de mise à feu exigeait de retirer la goupille de sécurité puis de percuter violemment le capuchon d'amorçage sur une surface dure. Les soldats utilisaient leur casque en acier, le talon de leurs bottes ou les rochers environnants pour activer la mise à feu. Le retard de mèche de 4 à 5 secondes en faisait une arme redoutablement efficace pour neutraliser les bunkers américains. La grenade à friction type 99. Dotée d'un mécanisme de mise à feu par friction hautement distinctif, cette grenade en fonte lisse fut introduite comme remplacement plus compact et polyvalent de la type 97. Plutôt que de percuter le capuchon, son fonctionnement s'apparentait à celui d'une allumette géante nécessitant de tirer une cordelette ou frotter un composé chimique. Son poids relativement faible permettait à un fantassin impérial d'en transporter aisément plusieurs dans son sac de toile de campagne lors des patrouilles. Les défenseurs japonais les utilisaient pour créer des pièges au fil-piège improvisés, extrêmement meurtriers sur les sentiers de jungle. Dans les instants les plus sombres d'une bataille perdue, des soldats acculés les utilisaient pour préférer la mort à la reddition. Le masque à gaz type 99. Se souvenant des horreurs de la guerre chimique de 1914 à 1918, l'armée impériale japonaise imposait à chaque soldat de porter un appareil respiratoire réglementaire. Le masque présentait une pièce faciale en caoutchouc vulcanisé avec oculaire circulaire en verre épais et un tuyau relié à une lourde cartouche filtrante chimique. Il se transportait dans un étui distinctif en toile et cuir, porté en bandoulière sur la poitrine pour un accès d'urgence immédiat. Aucun des deux qu'en utilisant finalement de gaz toxiques dans le Pacifique, cet équipement lourd devint rapidement du poids mort inutile.
Les soldats finissaient par abandonner les masques, détournant astucieusement leurs étuis imperméables pour stocker des munitions et des chaussettes sèches. La gamelle en aluminium, Ango. Connue sous le nom de Ango, cette marmite en aluminium de forme rénale était une nécessité absolue pour préparer des repas chauds dans l'environnement impitoyable de la jungle. Elle comprenait une marmite principale profonde, un plateau intérieur séparateur et un couvercle ajusté faisant office de poêle à frire. L'ensemble se fixait par une anse en fil d'acier permettant de suspendre la marmite directement au-dessus d'un feu de camp. Les soldats utilisaient cet outil remarquablement polyvalent pour faire bouillir leur ration de riz quotidienne, préparer du thé ou cuire les petits animaux trouvés. Peinte en brun mat en tire-flait, elle se sanglait directement au sommet du sursac en toile. Les rations de campagne impériale. Ravitailler une armée massive à travers des milliers de kilomètres d'océans et d'îles isolées représentait un cauchemar logistique total pour l'Empire japonais. La ration de combat standard était d'une simplicité extrême, reposant principalement sur de petits blocs de riz blanc déshydraté compressés et de durs biscuits de blé. Les soldats transportaient également de petites boîtes de conserve de poisson, de prunes marinées et de sachets de sauce soja séchée pour relever leur repas monotone. Lorsque le blocus naval américain coupa complètement les navires ravitailleurs, ces maigres rations disparurent, provoquant des famines massives. Les garnisons désespérées survécurent en mangeant racines, insectes et en pratiquant une agriculture clandestine. La ceinture porte-bonheur Senninbari. Célèbre sous le nom de Senninbari ou ceinture aux 1000 points, cet objet profondément personnel était une bande de tissu blanc portée enroulée autour de la taille du soldat, sous l'uniforme. Avant le départ au front, les femmes du village natal cousaient chacune un nœud de fil rouge dans le tissu. Il fallait exactement 1000 femmes différentes pour compléter la ceinture, symbolisant le soutien collectif et les prières de toute la patrie japonaise. La culture traditionnelle stipulait que cette armure spirituelle protégerait le soldat des balles ennemies et garantirait son courage absolu au combat. Les Marines américains découvraient fréquemment ces ceintures ensanglantées sur les soldats tombés. Le drapeau porte-bonheur signé Inomaru Yosugaki. Tout comme la ceinture Senninbari, ce souvenir patriotique intime était porté au combat par la quasi-totalité des soldats impériaux. Il s'agissait d'un drapeau national japonais en soie arborant le soleil rouge iconique sur fond blanc immaculé. L'espace blanc entourant le soleil était entièrement recouvert des signatures manuscrites, prières et slogans patriotiques de la famille et des amis du soldat. Les soldats portaient ces drapeaux soigneusement pliés dans leurs poches de poitrine, puisant en eux un courage immense durant les bombardements d'artillerie les plus terrifiants. Ces précieux drapeaux personnels devinrent les trophées de guerre les plus recherchés par les troupes américaines victorieuses. Les plaques d'identité en laiton Nimpyo. Contrairement aux plaques américaines portées autour du cou, l'armée impériale délivrait à chaque soldat une unique petite plaque ovale en laiton pour l'identifier. Y était gravé en profondeur la désignation spécifique de l'unité et le numéro de service du soldat, sans jamais mentionner son nom personnel ni son groupe sanguin. Cette plaque unique se portait suspendue à une cordelette en bandoulière diagonale sur la poitrine, sous la tunique en coton. La culture militaire japonaise, qui réprouvait catégoriquement la reddition, concevait ces plaques uniquement pour l'identification sombre des victimes sur le champ de bataille. Retrouver ces petits ovales de laiton dans les ruines fumantes d'un bunker constituait souvent le seul moyen d'identifier les guerriers tombés de l'Empire. De l'acier froid de son casque Tetsubo jusqu'au dernier nœud rouge cousu par une femme de son village, le soldat impérial japonais portait bien plus que du matériel de guerre. Il portait l'Empire entier sur ses épaules, dans les jungles suffocantes, sur les plages de corail, dans les grottes obscures. Chaque objet catalogué aujourd'hui raconte une histoire de sacrifice extraordinaire, de discipline fanatique et d'une guerre menée jusqu'au dernier souffle. L'histoire de cet homme, de cet équipement, ne peut pas être oubliée. Dites-nous en commentaire, quel est l'objet de cet équipement qui vous a le plus surpris, et pourquoi ? Vos réponses pourraient inspirer notre prochain documentaire.